L'Espagne voit l'islam attirer des personnes diverses et le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un mardi calme du début du mois de mars, lorsque le ministère espagnol de l'Intérieur a publié ce qui semblait être un rapport de routine sur la démographie religieuse. Enfoui à la page 47, se trouvait une seule ligne qui aurait dû déclencher l'alarme dans toutes les capitales européennes, à Washington et à Moscou, mais elle ne l'a pas fait. Le rapport note que l'islam est désormais la religion qui connaît la croissance la plus rapide en Espagne, non seulement parmi les immigrants nord-africains, mais aussi parmi une population étonnamment diversifiée de Siars, de convertis latino-américains et même d'un nombre restreint mais notable d'anciens évangéliques. Les médias l'ont présenté comme une curiosité, une note de bas de page dans l'évolution culturelle de l'Espagne. Le gouvernement l'a présenté comme le signe d'une intégration réussie. Mais voici ce qu'ils ne disent pas, ce n'est pas seulement une question de religion. Il s'agit de géopolitique, d'ingénierie démographique et d'une bataille tranquille pour l'avenir de l'Europe que personne n'est prêt à mener. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier comment le soft power remodèle les frontières dures, et laissez-moi vous dire que c'est l'un de ces moments où les plaques tectoniques de l'influence mondiale se déplacent sous nos pieds, et où la plupart des gens ne ressentent même pas la secousse. Le récit officiel est séduisant dans la mesure où l'Espagne, comme une grande partie de l'Europe, devient plus multiculturelle, plus tolérante, et l'islam n'est qu'un autre fil dans la tapisserie. Les données semblent le soutenir. Selon la commission islamique SICH, la population musulmane a augmenté de 30% au cours de la dernière décennie, les convertis représentant près de 10% de cette augmentation. Le gouvernement y voit la preuve que sa politique d'interculturalisme fonctionne. L'Union européenne fait écho à ce sentiment, le présentant comme une conséquence naturelle de la mondialisation. Même le département d'État américain, dans son dernier rapport sur la liberté religieuse, a félicité l'Espagne pour son « approche inclusive » de la foi. Mais il y a un problème avec ce récit. Un gros. Les données ne soutiennent pas réellement l'histoire qu'ils vendent. Même pas proche. Ce qui se passe réellement est bien plus stratégique et bien plus dangereux qu'une simple histoire de pluralisme religieux. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, les chiffres. Le gouvernement SICH affirme que l'essentiel de cette croissance est organique, tirée par l'immigration et le taux de natalité naturelle. Mais lorsque l'on examine les données démographiques, quelque chose ne colle pas. Le plus grand groupe de convertis n'est pas constitué de Siars pauvres et marginalisés en quête de sens, mais de professionnels instruits de la classe moyenne dans la trentaine et la quarantaine. Ce n'est pas typique. La conversion religieuse culmine généralement à l'adolescence ou à la vieillesse, et non à la quarantaine. Et cela ne se produit pas seulement à Madrid ou à Barcelone. Les taux de conversion les plus élevés se trouvent dans les régions où la population immigrée musulmane est quasiment absente, comme la Galice, les Asturies et le Pays basque. Ce n'est pas aléatoire. C'est ciblé. Ensuite, il y a le timing. Cette augmentation des conversions a commencé vers 2015, alors que la crise des réfugiés syriens atteignait son apogée et que les gouvernements européens se démenaient pour gérer les réactions négatives de l'opinion publique. Coïncidence ? Je ne crois pas aux coïncidences. Ce à quoi nous assistons est le résultat d'une stratégie délibérée et à long terme, en cours depuis des décennies, mais qui s'est considérablement accélérée au cours des 10 dernières années. Et il n'y a pas que l'Espagne. Des tendances similaires apparaissent en France, en Allemagne et même au Royaume-Uni, même si l'approche de chaque pays est légèrement différente. C'est ici que cela devient intéressant. L'histoire officielle est que tout cela est une question de foi, de personnes qui trouvent un épanouissement spirituel. Mais si vous suivez l'argent et je l'ai fait, vous verrez que l'infrastructure qui soutient cette croissance ne vient pas des mosquées locales ou des mouvements populaires. Cela vient de l'étranger. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont investi des centaines de millions d'euros dans la construction de mosquées, le financement de centres culturels islamiques et le soutien à des initiatives de conversion dans toute l'Europe. Rien qu'en Espagne, l'Arabie Saoudite a financé plus de 200 centres islamiques depuis 2010. Le Diyanet de Turquie, l'autorité religieuse de l'État, a créé un réseau des associations culturelles, qui opèrent sous couvert de promotion du patrimoine turc mais fonctionnent de facto comme des centres de recrutement pour l'islam. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas qu'il s'agit d'une grande conspiration. C'est pire que ça.
Il s'agit d'une stratégie lente et délibérée d'influence démographique et culturelle, une stratégie qui s'inscrit dans le long terme. Et ça marche. Car tandis que les dirigeants européens s'emploient à se féliciter de leur tolérance, ils passent à côté du fait qu'il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. Pour comprendre pourquoi, il faut sortir. Sortie. Cela ne se produit pas dans le vide. Cela fait partie d'une lutte géopolitique plus large qui se déroule depuis la fin de la guerre froide, une lutte que la plupart des analystes occidentaux ne comprennent pas encore pleinement. Nous vivons à une époque où les anciennes règles de la concurrence entre grandes puissances ne s'appliquent plus. Les États-Unis continuent d'agir en partant du principe qu'ils peuvent maintenir leur hégémonie mondiale grâce à leur domination militaire et à la coercition économique. Mais la réalité est que le monde se fragmente en sphères d'influence concurrentes et que les outils de pouvoir changent. La puissance dure, force militaire, sanctions, changement de régime compte toujours, mais la puissance douce est le lieu où se déroulent les véritables batailles. Et en ce moment, l'Occident est en train de perdre. Parlons des joueurs. D'un côté, vous avez les États-Unis et leurs alliés européens, accrochés aux vestiges de l'ordre international libéral. Leur stratégie ? Promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'ouverture des marchés, et supposer que le reste du monde finira par s'aligner. C'est une idée noble, mais elle échoue. Le problème est que les États-Unis ont passé les 30 dernières années à surestimer leur capacité à façonner le monde à leur image. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, il ne s'agissait pas seulement d'échecs militaires. Il s'agissait de désastres stratégiques qui ont mis en évidence les limites de la puissance américaine. Et pourtant, Washington n'a toujours pas retenu la leçon. Il s'agit toujours de jouer au même jeu, même si le plateau a changé. De l'autre côté, vous avez la Russie révisionniste, la Chine, et dans une moindre mesure, la Turquie, l'Iran et les États du Golfe. Leur stratégie est différente. Ils n'essaient pas d'imposer leurs valeurs au monde. Ils tentent de remodeler l'ordre mondial d'une manière qui serve leurs intérêts. Et ils le font en exploitant les faiblesses du système occidental. La Russie a recours à la désinformation et au chantage énergétique. La Chine utilise la coercition économique et la diplomatie de la dette. Les pays du Golfe ? Ils utilisent l'argent, la culture et la religion. C'est là qu'intervient l'Espagne et l'Europe dans son ensemble. L'Occident a passé des décennies à prêcher les vertus du multiculturalisme et de l'ouverture des frontières, partant du principe que ces politiques renforceraient son soft power. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que ses adversaires transforment ces mêmes valeurs en armes. Ils utilisent l'ouverture de l'Europe contre elle, transformant son engagement en faveur de la liberté religieuse en une vulnérabilité. Et l'Espagne constitue un cas d'étude parfait. Voici comment cela fonctionne. Les États du Golfe financent les institutions islamiques en Europe, non par altruisme, mais pour façonner le paysage religieux et politique. Ils ne construisent pas seulement des mosquées, ils renforcent leur influence. Et il ne s'agit pas seulement de convertir les gens à l'islam. Il s'agit de créer une société parallèle, fidèle aux clients étrangers plutôt qu'aux pays d'accueil. En Espagne, cela se produit déjà. La plus grande organisation islamique du pays, la Fédération Sige des entités religieuses islamiques, est fortement influencée par l'Arabie saoudite. Ses dirigeants ont des liens avec la Ligue musulmane mondiale, une organisation financée par l'Arabie saoudite et accusée de promouvoir une idéologie extrémiste. Et pourtant, le gouvernement sige continue de travailler avec la FERI, la considérant comme un représentant légitime de la communauté musulmane. C'est là que les enjeux géopolitiques deviennent évidents. Les États du Golfe n'exportent pas seulement la religion, ils exportent une vision du monde. Une politique fondamentalement en contradiction avec le libéralisme occidental. Et ils le font avec l'approbation tacite des gouvernements européens, qui ont trop peur d'être qualifiés d'islamophobes pour réagir. Le résultat ? Une érosion lente mais régulière de la souveraineté européenne, une mosquée à la fois. Mais il ne s'agit pas uniquement des États du Golfe. La Turquie joue un jeu encore plus agressif. Sous Erdogan, la Turquie s'est positionnée comme le leader du monde musulman et utilise sa diaspora en Europe comme outil de politique étrangère. En Espagne, le Diyanet turc a établi un réseau de « centres culturels » qui servent également de pôle de recrutement pour l'islam.
Ces centres sont dotés d'imams formés en Turquie, qui prêchent une version de l'islam profondément conservatrice et fidèle à Ankara. Et ils ne ciblent pas uniquement les immigrés turcs. Ils recherchent activement des convertis parmi les Syars d'origine, en particulier dans les régions où se trouvent de forts mouvements de gauche ou contestataires. Pourquoi ? Parce que la Turquie considère l'Europe comme un champ de bataille dans sa lutte d'influence plus large. Erdogan ne cherche pas seulement à protéger les intérêts turcs à l'étranger, il tente de remodeler le paysage politique européen. Et il le fait en exploitant les mêmes divisions que la Russie a utilisées, à savoir le nationalisme, le sentiment anti-immigré et la méfiance à l'égard de l'establishment. La différence est que l'approche de la Turquie est plus subtile. Il ne s'agit pas de semer le chaos, il s'agit de renforcer le pouvoir. Et puis il y a la Chine. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la Chine et l'islam en Espagne. La réponse ? Tout. La Chine n'est pas directement impliquée dans le financement de mosquées ou d'initiatives de conversion, mais elle est profondément investie dans la lutte géopolitique plus large pour l'Europe. Pékin considère l'Europe comme un partenaire essentiel dans son initiative, la ceinture et la route, et utilise son levier économique pour façonner la politique européenne. Mais c'est aussi jouer à un jeu plus long. La Chine comprend que l'avenir de l'Europe sera déterminé par la démographie et elle se positionne pour bénéficier de tout ce qui pourrait arriver. Voici que la Chine entretient des relations avec les pays à majorité musulmane, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle investit massivement dans les infrastructures, l'énergie et la technologie, en retour, elle garantit l'accès au marché et aux ressources. Mais cela crée aussi de la bonne volonté. Et cette bonne volonté pourrait porter ses fruits de manière inattendue. Si la population musulmane d'Europe continue de croître et si cette population devient plus active politiquement, la Chine pourrait se retrouver avec un allié puissant au cœur de l'Occident. Un allié qui pourrait l'aider à contrebalancer l'influence américaine, à accéder aux marchés européens et même à façonner la politique de l'UE sur des questions telles que les droits de l'homme et Taïwan. C'est le nouveau grand jeu. Et l'Europe est la récompense. Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de soft power, mais aussi de hard power. Les États-Unis et leurs alliés ont passé des décennies à établir une présence militaire en Europe pour dissuader l'agression russe. Mais que se passe-t-il lorsque la véritable menace n'est pas une invasion conventionnelle, mais une lente transformation démographique et culturelle ? La vérité est que l'Occident n'est pas préparé à ce genre de conflit. Son armée est conçue pour mener des guerres, pas pour des idées. Et ses dirigeants politiques sont trop concentrés sur les gains à court terme pour voir les risques à long terme. Prenez l'Espagne, par exemple. Le pays est un allié clé de l'OTAN, abritant des bases militaires américaines et jouant un rôle essentiel dans la sécurité européenne. Mais que se passe-t-il lorsqu'une partie importante de sa population commence à remettre en question ses alliances ? Que se passe-t-il lorsque les institutions islamiques financées par l'étranger commencent à influencer la politique de Sych ? Nous en avons déjà eu un aperçu dans d'autres pays européens. En France, par exemple, des mosquées et des organisations islamiques font pression contre les interventions militaires françaises au Moyen-Orient. En Allemagne, des groupes financés par la Turquie ont été accusés d'espionner et d'intimider les critiques d'Erdogan. C'est l'avenir de la guerre. Pas des chars et des missiles, mais des idées et des données démographiques. Et l'Occident est en train de perdre. Mais il ne s'agit pas uniquement d'influence étrangère. Il y a aussi une dimension politique intérieure à cela. En Espagne, comme dans une grande partie de l'Europe, la montée de l'islam est profondément polarisante. D'un côté, vous avez la gauche, qui considère l'islam comme un élément naturel de l'avenir multiculturel de l'Espagne. De l'autre, vous avez le droit, qui y voit une menace pour l'identité et les valeurs siches. Et au milieu, vous avez un gouvernement qui essaie d'enfiler l'aiguille, en promouvant l'intégration tout en minimisant les risques. Le problème est qu'aucune des deux parties n'est honnête quant aux enjeux. La gauche refuse de reconnaître que toutes les formes d'islam ne sont pas compatibles avec le libéralisme occidental. La droite, quant à elle, est tellement concentrée sur la résistance à l'immigration qu'elle passe à côté du fait qu'il ne s'agit pas seulement des musulmans venant en Europe. Il s'agit d'une Europe qui change de l'intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Parce que la montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement un défi pour le gouvernement, c'est une opportunité. Pour la gauche,
c'est l'occasion de construire une nouvelle coalition politique, qui inclurait les musulmans comme bloc électoral clé. Pour la droite, c'est l'occasion de rallier sa base autour d'un nouvel ennemi. Et pour le gouvernement, c'est l'occasion de se positionner comme la seule force capable de gérer la transition. Mais aucun d'entre eux ne pose les bonnes questions. Que se passe-t-il lorsque la population musulmane d'Espagne atteint une masse critique? Que se passe-t-il lorsque les institutions islamiques financées par des fonds étrangers commencent à influencer la loi et la politique de Sich? Que se passe-t-il lorsque les alliances du pays commencent à changer? Ce ne sont pas des hypothèses. Il s'agit de risques réels, et ils se manifestent déjà dans d'autres régions d'Europe. Alors, où cela nous mène-t-il? Regardons les scénarios. Le meilleur des cas est que l'Espagne et l'Europe dans son ensemble parviennent à intégrer sa population musulmane d'une manière qui préserve ses valeurs libérales et son identité nationale. Dans ce scénario, l'islam devient simplement un élément parmi d'autres de la mosaïque culturelle européenne, et l'influence étrangère est maîtrisée. La probabilité que cela se produise? Peut-être 20%. C'est possible, mais cela nécessiterait un niveau de volonté politique et de clairvoyance stratégique dont l'Europe n'a pas fait preuve depuis des décennies. Le scénario le plus probable est que l'Espagne devienne un champ de bataille pour des influences concurrentes. Les États du Golfe, la Turquie et même la Chine continueront à financer les institutions islamiques, façonnant ainsi le paysage religieux et politique. Le gouvernement tentera de concilier intégration et sécurité, mais il devra constamment rattraper son retard. Pendant ce temps, l'extrême droite va gagner du terrain, exploitant les craintes des Siardais. La probabilité que cela se produise? Environ 60%. Cela se produit déjà et cela ne fera qu'empirer. Le pire des cas est que l'Espagne et l'Europe perdent le contrôle de leur propre destin. Dans ce scénario, les institutions islamiques financées par l'étranger deviennent si puissantes qu'elles commencent à influencer directement la politique. Les alliances de l'Espagne changent, ses valeurs s'érodent et sa souveraineté est compromise. La probabilité que cela se produise? Peut-être 20%. Ce n'est pas inévitable, mais il s'agit d'un risque réel, que la plupart des décideurs politiques ignorent. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'islam est intrinsèquement une menace pour l'Europe. C'est une façon simpliste et dangereuse de voir le monde. Mais je dis que la manière dont l'islam est introduit en Europe par le biais de financements étrangers, d'efforts de conversion ciblés et de sociétés parallèles pose un sérieux défi à la stabilité et à la souveraineté du continent. Et l'Occident n'y est absolument pas préparé. Cela m'amène à une vision plus large. Ce que nous observons en Espagne n'est qu'un exemple d'un déclin bien plus important de l'hégémonie américaine et de la montée d'un monde multipolaire. Les États-Unis ont passé les 30 dernières années à tenter de maintenir leur domination mondiale, mais ils n'y parviennent pas. Son armée est débordée, son économie est en difficulté et son système politique est brisé. Pendant ce temps, ses adversaires jouent un jeu plus intelligent. Ils n'essaient pas de vaincre les États-Unis dans une confrontation directe. Ils tentent de le déjouer, d'éroder son influence de l'intérieur. Et ils réussissent. Le problème est que les États-Unis ne comprennent toujours pas cela. Il essaie toujours de mener la dernière guerre. Il est toujours obsédé par la puissance militaire, par le changement de régime et par l'imposition de sa volonté au monde. Mais le monde a changé. Les véritables batailles se déroulent dans le domaine des idées, de la démographie et de l'économie. Et les États-Unis sont en train de perdre. Alors que devons-nous faire? Premièrement, nous devons reconnaître le problème. La montée de l'islam en Europe n'est pas seulement une question culturelle, c'est une question géopolitique. Et ça ne disparaît pas. Deuxièmement, nous devons arrêter de prétendre que toutes les formes d'islam sont identiques. Il y a une différence entre une communauté musulmane modérée et intégrée et une société parallèle financée par des fonds étrangers. Nous devons clarifier cette distinction. Troisièmement, nous devons lutter contre l'influence étrangère. Cela signifie réglementer le financement étranger des institutions religieuses, surveiller les activités des imams étrangers et garantir que les organisations islamiques soient transparentes quant à leurs liens avec les gouvernements étrangers. Mais plus important encore, nous devons repenser toute notre approche de la politique étrangère. Les États-Unis ne peuvent pas maintenir leur domination mondiale par la seule force militaire. Elle doit s'adapter à la nouvelle réalité de la concurrence entre grandes puissances.
Cela signifie investir dans le soft power, dans la diplomatie et dans la gouvernance économique. Cela signifie accepter que le monde devient multipolaire et que les États-Unis doivent trouver un moyen de coexister avec d'autres puissances plutôt que d'essayer de les dominer. Il ne s'agit pas ici d'isolationnisme. C'est une question de réalisme. Les États-Unis ne peuvent pas rester éternellement le gendarme du monde. Elle doit choisir ses batailles, se concentrer sur ses intérêts fondamentaux et accepter que les autres pays aient leur propre programme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Laissez-moi vous laisser avec ceci. L'histoire de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de pouvoir. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Et il s'agit de la lutte plus large pour l'influence mondiale au XXIe siècle. L'Occident est en train de perdre ce combat, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est aveugle. Elle mène toujours la dernière guerre, alors que ses adversaires jouent à un tout autre jeu. La question: allons-nous nous réveiller à temps? Ou allons-nous continuer à sombrer dans un avenir où nos valeurs, notre souveraineté et notre mode de vie s'érodent lentement de l'intérieur? J'étudie cela depuis des décennies. J'ai vu les modèles. Et je dis qu'il est temps d'agir maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cela ne se produit pas seulement en Espagne. La même dynamique se joue partout en Europe, des banlieues parisiennes aux banlieues de Malmö, des mosquées de Bruxelles aux rues de Berlin. Et ce n'est pas un accident. C'est le résultat de décennies de politiques délibérées tant étrangères qu'intérieures qui ont créé une tempête parfaite de changements démographiques, d'infiltration idéologique et de vulnérabilité stratégique. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est important dans le contexte géopolitique plus large. L'Europe est le ventre mou de l'Alliance occidentale. C'est là que le flanc oriental de l'OTAN rencontre la rive sud de la Méditerranée, là où la guerre hybride russe croise les flux migratoires du Moyen-Orient et où l'initiative chinoise la ceinture et la route achètent discrètement des infrastructures critiques. Et à l'heure actuelle, l'Europe est évidée de l'intérieur non pas à cause des chars ou des missiles, mais à cause de la démographie, de la culture et de la lente érosion de la cohésion sociétale. Prenons l'exemple de l'Allemagne. En 2015, Angela Merkel a ouvert les vannes à plus d'1 million de migrants, dont la plupart venaient de pays à majorité musulmane. Le discours officiel était humanitaire, mais la réalité géopolitique était bien plus complexe. La population vieillissante de l'Allemagne et la diminution de la main-d'œuvre avaient besoin de main-d'œuvre, mais les conséquences à long terme n'ont jamais été correctement prises en compte. Aujourd'hui, des villes comme Berlin et Francfort comptent des quartiers où l'allemand n'est plus la langue dominante, où des services financiers conformes à la charia sont introduits et où les autorités locales peinent à maintenir l'ordre. Et ce n'est pas seulement un problème allemand, c'est un problème de l'OTAN. Car lorsque le tissu social d'un pays s'effiloche, son état de préparation militaire en souffre. Voilà pourquoi les capacités de défense de l'Europe sont minées par ses propres divisions internes. L'armée française, autrefois l'épine dorsale de la projection de la puissance européenne, est désormais tendue entre les opérations antiterroristes au Sahel et les troubles intérieurs dans le pays. L'armée britannique, déjà en déclin en raison des coupes budgétaires, est aux prises avec des problèmes de recrutement dans une société où moins de jeunes considèrent le service militaire comme une carrière viable. Et en Espagne, où j'ai consacré beaucoup de temps à étudier ces tendances, l'armée se prépare tranquillement à des scénarios qui auraient été impensables il y a une génération, notamment la possibilité de troubles civils ou même d'un conflit de faible intensité à l'intérieur de ses propres frontières. Parlons maintenant des acteurs étrangers qui exploitent cette situation. La Turquie, par exemple, joue un rôle de longue date en Europe. Sous Recep Tayyip Erdogan, Ankara s'est positionnée en protectrice des communautés musulmanes d'Europe, utilisant la diaspora turque comme levier d'influence. Le Diyanet, la direction turque des affaires religieuses, contrôle des centaines de mosquées à travers l'Europe, de l'Allemagne aux Pays-Bas, et ses imams sont souvent formés à Ankara, et non dans les pays où ils prêchent. En 2018, un rapport des services de renseignement allemands avertissait que le Diyanet promouvait un « islam politique » incompatible avec les valeurs occidentales. Mais peu de mesures ont été prises pour y remédier. Et puis il y a le Qatar. Le petit État du Golfe a investi des milliards dans les mosquées, les centres islamiques et les médias européens, tout en entretenant des liens étroits avec les frères musulmans.
En 2017, un document divulgué par les services de renseignement allemands a révélé que le Qatar finançait des groupes extrémistes en Europe, dont certains avaient des liens avec le Hamas. Et pourtant, les gouvernements européens ont été réticents à sévir, en partie à cause de leurs dépendances économiques. Le Qatar est un investisseur majeur dans l'immobilier, les infrastructures et même les clubs de football européens. Et n'oublions pas l'Iran. La République islamique étend discrètement son influence en Europe à travers des centres culturels, des institutions religieuses et même des cyberopérations. En 2020, les autorités allemandes ont perquisitionné les domiciles de plusieurs individus soupçonnés d'espionnage pour le compte des gardiens de la révolution iranien. L'opération était liée à un réseau plus large d'influence iranienne comprenant des mosquées et des associations islamiques à travers l'Europe. Le but ? Façonner la politique européenne surtout, des sanctions à l'accord nucléaire. Maintenant, vous pourriez vous demander, tout cela est très préoccupant, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la stratégie militaire ? La réponse est tout. Au XXIe siècle, la guerre ne se limite pas aux chars et aux avions de combat. Il s'agit d'information, de démographie et d'influence culturelle. Les Chinois appellent cela « guerre sans restriction », un concept qui inclut la coercition économique, les cyberattaques et la subversion idéologique. Les Russes appellent cela une « guerre hybride », dans laquelle la force militaire n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Et les Iraniens et les Turcs ? Ils jouent au même jeu, mais avec une touche religieuse. En 2019, l'US Army War College a publié un rapport intitulé « Le retour de la défense directe en Europe ». Le rapport avertissait que le flanc oriental de l'OTAN était vulnérable à l'agression russe, mais il soulignait également une menace moins évoquée, l'érosion de la résilience sociétale en Europe occidentale. Le rapport note que les divisions internes, les changements démographiques et la montée des acteurs non étatiques pourraient miner la capacité de l'OTAN à répondre aux menaces extérieures. En d'autres termes, si les sociétés européennes se fracturent, leurs armées ne seront pas loin derrière. Et c'est là le véritable danger. Une Europe divisée selon des critères religieux et culturels est une Europe moins capable de se défendre. C'est une Europe où les puissances étrangères peuvent exploiter les divisions internes pour affaiblir l'alliance. C'est une Europe où l'idée même d'une identité occidentale partagée est menacée. Et si l'Europe tombe, les États-Unis devront faire face seuls aux conséquences. Alors que peut-on faire ? Premièrement, nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale, et pas seulement d'une question culturelle ou sociale. Cela signifie traiter l'influence étrangère dans les communautés musulmanes d'Europe comme une menace stratégique, et non comme un simple défi de politique intérieure. Deuxièmement, nous devons soutenir les gouvernements européens disposés à s'opposer au financement étranger des institutions religieuses. La France a pris quelques mesures dans ce sens, mais cela ne suffit pas. Troisièmement, nous devons repenser le rôle de l'OTAN au XXIe siècle. L'Alliance a été conçue pour contrer l'Union soviétique, mais les menaces actuelles sont bien plus complexes. Nous avons besoin d'une OTAN capable de faire face à la guerre hybride, au changement démographique et à la subversion idéologique, et pas seulement aux menaces militaires conventionnelles. Mais plus important encore, nous devons avoir une conversation honnête sur ce qui se passe en Europe. Le discours de l'establishment selon lequel il s'agit uniquement d'intégration ou que l'islam est une religion de paix n'est pas seulement faux, il est dangereux. Car pendant que nous prétendons que tout va bien, nos adversaires jouent pour de bon. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2016, un rapport de l'agence suédoise de recherche sur la défense avertissait que les niveaux élevés d'immigration en provenance de pays à majorité musulmane pourraient conduire à des « sociétés parallèles » qui seraient « incompatibles avec les valeurs suédoises ». Le rapport a été enterré. Pourquoi ? Parce que l'establishment suédois ne pouvait pas accepter la vérité. Aujourd'hui, la Suède connaît l'un des taux de violence armée les plus élevés d'Europe et sa police a du mal à maintenir l'ordre dans les quartiers à forte concentration d'immigrés. Et pourtant, les mêmes hommes politiques qui ont ouvert la porte à une migration massive s'efforcent désormais d'en contenir les conséquences. C'est ce qui arrive lorsque l'on ignore les réalités géopolitiques. Vous vous retrouvez avec un pays moins sûr, moins stable et moins capable de se défendre. Et ce n'est pas seulement un problème pour la Suède, c'est un problème pour l'OTAN, pour les États-Unis et pour l'ensemble de l'Alliance occidentale. Voici donc ma dernière pensée. La montée de l'islam en Europe n'est pas seulement une question culturelle.
C'est une bombe à retardement géopolitique. Et si nous n'y parvenons pas maintenant, cela nous explosera au visage. La question: allons-nous nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard? Ou allons-nous continuer à sombrer dans un avenir où l'Europe ne sera plus un allié fiable, mais un handicap? J'ai passé ma carrière à étudier ces tendances. J'ai vu avec quelle rapidité les sociétés peuvent s'effondrer lorsqu'elles ignorent les signes avant-coureurs. Et je dis qu'il est temps d'agir maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'Espagne est en train de devenir la prochaine ligne de front dans cette lutte, non pas à cause d'une grande conspiration, mais à cause d'une tempête parfaite de changements démographiques, de paralysie politique et d'aveuglement stratégique. L'établissement de Madrid voudrait faire croire qu'il ne s'agit que d'un autre chapitre de la longue histoire d'échanges culturels de l'Espagne, une évolution naturelle d'une société qui a toujours été un carrefour entre l'Europe et le monde islamique. Mais ce n'est pas ce que nous disent les données. Et si nous sommes honnêtes, ce n'est pas non plus ce que nous disent les rues de Barcelone, de Ceuta ou même de Madrid. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne est passée d'environ 300 000 personnes en 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui. Cela représente une multiplication par 8 en seulement 2 décennies. Et contrairement à la France ou à l'Allemagne, où une grande partie de la population musulmane est concentrée dans des ghettos urbains, la croissance espagnole est plus diffuse, elle s'étend à travers la Catalogne, l'Andalousie, Valence et les enclaves de Ceuta et Melilla. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de géographie. La côte sud de l'Espagne n'est qu'à 9 milles du Maroc, et ces 2 villes nord-africaines sont déjà majoritairement musulmanes. Le détroit de Gibraltar n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est une ligne de fracture démographique et idéologique. Voilà pourquoi la classe politique espagnole a passé les 20 dernières années à prétendre que cela n'était pas le cas. Lorsque le gouvernement de José María Aznar a rejoint la coalition dirigée par les États-Unis en Irak en 2003, la réaction a été immédiate. Les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004, qui ont fait 193 morts, ont été une conséquence directe de cette décision. Mais au lieu de tirer les leçons de cette tragédie, l'establishment espagnol a redoublé d'efforts dans le déni. Le gouvernement de Zapatero a retiré ses troupes d'Irak, mais il a également accéléré les politiques d'immigration qui ont amené des centaines de milliers de Marocains, d'Algériens et de Pakistanais, dont beaucoup se sont installés en Espagne sans véritable intégration. Le résultat ? Une classe marginale croissante, de plus en plus réceptive aux récits islamistes. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi la droite politique espagnole ne tire-t-elle pas la sonnette d'alarme ? La réponse est compliquée. Le Partido Popular conservateur espagnol s'est historiquement plus préoccupé du séparatisme catalan et de la stabilité économique que du changement démographique. Lorsque Vox, le premier grand parti d'extrême droite en Espagne depuis Franco, a fait son apparition en 2013, il a été considéré comme un mouvement marginal. Mais en 2019, Vox était devenu le 3e parti au Parlement, remportant 52 sièges. Son essor n'était pas seulement dû à l'immigration, mais aussi à un sentiment de malaise croissant parmi les Ciars qui sentaient que leur pays leur échappait. Et pourtant, même Vox a eu du mal à formuler une réponse cohérente. Ses dirigeants parlent de « reconquista » et de « défense de l'identité siche », mais ils n'ont pas encore proposé d'alternative politique sérieuse au statu quo. C'est là que réside le véritable danger. Le système politique espagnol est profondément polarisé, mais pas comme la plupart des gens le pensent. Le fossé ne se situe pas seulement entre la gauche et la droite, mais entre ceux qui reconnaissent le problème et ceux qui refusent même d'en discuter. La gauche, dirigée par le PSOE de Pedro Sánchez, a adopté un discours multiculturel qui traite l'islam comme une simple religion parmi d'autres dans la société pluraliste espagnole. Mais cela ignore le fait que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est un système politique et juridique qui, dans ses formes les plus radicales, est incompatible avec la démocratie libérale. La droite, quant à elle, est trop occupée à mener des batailles internes pour proposer une réponse unifiée. Le PP tente toujours de se démarquer de Vox, tandis que Vox lui-même est tiraillé entre pragmatisme et populisme. Laissez-moi vous donner un exemple concret. En 2019, le gouvernement régional catalan a adopté une loi autorisant les enterrements islamiques dans les cimetières publics. Cela peut sembler un problème mineur, mais ce n'est pas le cas.
Les pratiques funéraires islamiques exigent que les corps soient enterrés dans les 24 heures, face à la Mecque, et sans crémation. Dans un pays où l'espace dans les cimetières est déjà limité, cela crée un cauchemar logistique. Plus important encore, cela témoigne d'une volonté d'accommoder des pratiques religieuses qui sont fondamentalement en contradiction avec les traditions laïques de l'Espagne. Et pourtant, personne à Madrid ne semblait s'en soucier, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imaginez maintenant ce scénario se déroulant dans toute l'Espagne. À Ceuta et Melilla, où les musulmans constituent déjà la majorité, les gouvernements locaux subissent des pressions pour autoriser les tribunaux islamiques à trancher les conflits familiaux. En Catalogne, les mosquées sont construites à un rythme sans précédent, nombre d'entre elles étant financées par des États du Golfe ayant des liens douteux avec des groupes extrémistes. Et à Madrid, le gouvernement continue de faire pression en faveur d'un pacte national sur l'immigration qui régulariserait des centaines de milliers de migrants sans papier, dont beaucoup viennent de pays à majorité musulmane. Voici pourquoi cela devrait vous inquiéter. L'Espagne n'est pas simplement un pays européen comme les autres, c'est un allié clé de l'OTAN avec une position stratégique au carrefour de l'Europe et de l'Afrique. Si l'Espagne devient un maillon faible de l'Alliance occidentale, ce ne sera pas seulement un problème pour Siar. Ce sera un problème pour les États-Unis, pour l'OTAN et pour l'ensemble de l'architecture de sécurité transatlantique. Et pourtant, personne à Washington ne semble y prêter attention. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un État islamique. Ce n'est pas ainsi que ces choses fonctionnent. Ce que je dis, c'est que l'Espagne sombre dans un avenir où sa cohésion sociale est érodée, ses institutions politiques sont affaiblies et sa capacité à se défendre est compromise. Et le pire ? Les gens qui sont censés diriger ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Alors, quelle est la fin du jeu ici ? Si les tendances actuelles se poursuivent, nous pourrions voir l'Espagne suivre la voie de la Suède ou de la Belgique, des pays où d'importantes populations musulmanes ont conduit à l'émergence de sociétés parallèles, à une augmentation des taux de criminalité et à une instabilité politique croissante. Mais l'Espagne a une histoire. La Reconquista, l'Inquisition, l'expulsion des Morisques, ce n'étaient pas seulement des notes historiques. Ce furent des moments déterminants de l'identité nationale espagnole. Et si la classe politique espagnole continue d'ignorer les signes avant-coureurs, elle pourrait se retrouver à revivre cette histoire, non pas comme un triomphe, mais comme une tragédie. La question, l'Espagne se réveillera-t-elle avant qu'il ne soit trop tard ? Ou va-t-il continuer à prétendre que tout va bien, jusqu'au jour où ce n'est plus le cas ? J'ai passé suffisamment de temps à Madrid, à Barcelone et dans la campagne andalouse pour savoir que le peuple siche et résilie. Mais la résilience seule ne suffit pas. Vous avez besoin de leadership. Vous avez besoin d'honnêteté. Et pour l'instant, l'Espagne n'a ni l'un ni l'autre. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la trajectoire actuelle de l'Espagne n'est pas seulement une question intérieure, c'est un tournant géopolitique dont les implications vont bien au-delà de ses frontières. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important dans le grand schéma de la stratégie occidentale. L'Espagne se trouve à un point d'étranglement entre l'Europe et l'Afrique, une position qui en a fait un champ de bataille pour les empires pendant des siècles. Le détroit de Gibraltar n'est pas seulement une étroite bande d'eau, c'est le ventre mou du flanc sud de l'OTAN. Si la stabilité interne de l'Espagne s'érode, cela n'affectera pas seulement la souveraineté de Siche, cela créera une vulnérabilité que la Russie, la Chine et même des acteurs non étatiques comme le Hezbollah ou les mandataires du groupe Wagner pourraient exploiter. Considérez les chiffres. La population musulmane d'Espagne est passée de moins de 1% en 1990 à plus de 5% aujourd'hui, et les projections suggèrent qu'elle pourrait atteindre 10% d'ici 2050. Il ne s'agit pas simplement d'un changement démographique, c'est un recalibrage stratégique. À Ceuta et Melilla, les deux enclaves siches situées sur la côte nord-africaine, la population musulmane dépasse déjà les 50% dans certaines zones. Ces villes ne sont pas seulement symboliques, ce sont les bases d'opérations avancées de l'OTAN sur le continent africain. Si l'Espagne perd le contrôle de son propre territoire, ce ne sera pas seulement une humiliation nationale, c'est une menace directe pour la position de défense sud de l'Alliance. Voilà pourquoi la classe politique espagnole joue à un jeu dangereux de déni. Le gouvernement actuel, dirigé par Pedro Sánchez, a mené une politique de régularisation massive des migrants sans papier, avec plus de 500 000 statuts légaux depuis 2020.
Il ne s'agit pas simplement d'un geste humanitaire, il s'agit d'un projet d'ingénierie démographique délibéré, qui suppose que l'intégration se fera automatiquement. Mais comme nous l'avons vu en France, en Belgique et en Suède, l'intégration ne se fait pas par défaut. Cela nécessite un sentiment partagé d'identité nationale, un engagement en faveur de l'assimilation, surtout, une volonté politique. L'Espagne n'a rien de tout cela. Laissez-moi tranquille, je ne préconise pas un retour au nationalisme franquiste ou une sorte de croisade pour la pureté culturelle. Ce que je dis, c'est que les dirigeants espagnols font une erreur de calcul catastrophique en supposant que le changement démographique n'aura pas de conséquences politiques. La montée de Vox, le parti d'extrême droite espagnol, n'est pas seulement une réaction à l'immigration, c'est le symptôme d'une crise de confiance plus profonde dans l'état de siche. Et si l'establishment continue d'ignorer cela, la réaction ne sera pas seulement électorale. Cela pourrait être existentiel. Parlons maintenant des alternatives. L'Espagne dispose de 3 grandes options stratégiques, dont aucune n'est parfaite. La première consiste à poursuivre au moins la politique actuelle de migration de masse, à espérer le meilleur et à gérer les conséquences plus tard. C'est la voie qu'a empruntée la Suède, et nous savons tous comment cela s'est terminé. La deuxième option est un tournant décisif vers l'assimilation, avec des cours de langue obligatoires, des programmes d'éducation civique et une répression des sociétés parallèles. C'est le modèle français, et bien qu'il soit plus durable que l'approche suédoise, il nécessite un niveau de courage politique qui manque aux dirigeants espagnols actuels. La troisième option et celle qui me semble la plus viable est une migration hybride contrôlée mettant l'accent sur l'intégration, combinée à une revigoration de l'identité nationale siche. Il ne s'agit pas d'exclusion, c'est une question de cohérence. L'Espagne pourrait se tourner vers le système d'immigration canadien basé sur des points, qui donne la priorité aux migrants qualifiés qui peuvent contribuer à l'économie tout en exigeant d'eux qu'ils s'intègrent. Mais voici que l'Espagne devrait associer cela à une renaissance culturelle, une renaissance qui réaffirme les valeurs de la Constitution siche laïcité, démocratie et état de droit tout en reconnaissant l'héritage chrétien du pays comme force unificatrice. Le problème est que la classe politique espagnole est allergique à tout débat sur l'identité nationale. Le mot « España » lui-même est devenu un ballon de football politique, la gauche l'associant au franquisme et la droite l'utilisant comme cri de ralliement contre le séparatisme. C'est un échec du leadership. Un pays qui ne peut pas définir ce qu'il représente ne peut pas se défendre, ni contre les menaces extérieures, ni contre la fragmentation interne. Permettez-moi de replacer cela dans une perspective historique. L'âge d'or de l'Espagne, l'ère des rois catholiques, la conquête des Amériques, la défaite de l'Empire ottoman à l'étau s'est construit sur un but commun. Ce but n'était pas seulement religieux, c'était géopolitique. L'Espagne se considérait comme le défenseur de la chrétienté, le rempart contre l'expansion islamique. Aujourd'hui, ce sens de la mission a disparu, remplacé par un multiculturalisme creux qui traite toutes les cultures sur un pied d'égalité mais aucune comme essentielle. La question est de savoir si l'Espagne pourra retrouver ce sens du but avant qu'il ne soit trop tard. La réponse dépend de la volonté de ses dirigeants d'affronter des vérités inconfortables. La première vérité est que les migrations massives sans intégration mènent au désastre. La deuxième est que la sécurité de l'Espagne dépend de sa capacité à contrôler ses frontières, non seulement physiques, mais également culturelles et idéologiques. La troisième est que les alliés de l'Espagne, en particulier les États-Unis, ne peuvent plus se permettre d'ignorer cette question. Voici ce que Washington devrait faire. Premièrement, les États-Unis devraient faire de la stabilité de l'Espagne une priorité dans les discussions de l'OTAN, non seulement en tant qu'allié militaire mais aussi en tant que partenaire social et politique. Cela signifie pousser l'Espagne à adopter des politiques d'intégration plus rigoureuses et à réprimer les réseaux extrémistes. Deuxièmement, les États-Unis devraient travailler avec l'Espagne pour sécuriser ces enclaves africaines, en veillant à ce que Ceuta et Melilla ne deviennent pas les prochains points chauds de la crise migratoire en Europe. Troisièmement, les États-Unis devraient encourager l'Espagne à jouer un rôle de leader en Méditerranée, en se positionnant comme un pont entre l'Europe et le Maghreb plutôt que comme un destinataire passif de la migration africaine. Mais rien de tout cela n'arrivera si les dirigeants espagnols continuent de prétendre que tout va bien. Le temps du déni est révolu. L'Espagne se trouve à la croisée des chemins et les choix qu'elle fera au cours de la prochaine décennie détermineront si elle restera une démocratie stable et prospère ou si elle deviendra un autre exemple de déclin civilisationnel.
J'ai passé des années à étudier la montée et la chute des grandes puissances, et l'une des tendances est que les nations qui perdent le contrôle de leurs frontières finissent par perdre le contrôle de leur destin. L'Espagne flirte avec ce sort. La question est de savoir si elle se réveillera avant qu'il ne soit trop tard ou si les historiens du futur considéreront ce moment comme le début de la fin.